Madame, monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver. Nous sommes ensemble pour une nouvelle semaine d'informations sur la première. La panique à Tsundou 2, un boa d'1,50 m s'est introduit dans une maison très tôt ce matin. Les propriétaires n'ont pas été touchés. Les pompiers ont dû intervenir sur place pour récupérer le reptile. Les détails de cette mésaventure à suivre dans un instant. La mission parlementaire Outre-mer sur les discriminations suit son cours. Les députés étaient aujourd'hui à Sada, dans le centre de l'île. Sur place, elles ont pu rencontrer la municipalité et aborder les différentes difficultés au sujet de l'organisation administrative au quotidien. Et puis nous ferons un point sur la situation à Anjouan. L'armée nationale a pris ses quartiers dans la médina de Mutsamoudou. Le gouverneur de l'île a lui été placé en résidence surveillée. Plus de précisions dans ce journal. Il est 4 heures ce matin lorsqu'une maman est alertée par un bruit bizarre. Elle finit par découvrir sur sa terrasse un boa. Ce dernier sera par la suite maîtrisé par l'entourage. Un serpent non répertorié dans le département. Yasmine Jafar, Fahar Housseni. C'est une intervention peu banale effectuée par les pompiers ce matin à Tsundou 2. Ils doivent venir capturer ce serpent, un boa vraisemblablement. Arrivé sur les lieux, le serpent avait déjà été tué par les habitants, paniqués. D'une longueur d'1,50 m, le reptile n'est pas endémique de Mayotte. Il aurait été introduit par une tierce personne pour lui servir d'animal de compagnie selon les autorités. Des autorités qui refusent d'aborder le sujet. Pour celles-ci, il ne faut pas semer la panique au sein de la population. Pourtant, la peur semble déjà installée. Après avoir découvert le serpent sur sa terrasse à 4 h du matin, Nouriati n'a pas osé retourner à l'intérieur de sa maison. Je suis très fatiguée, je suis restée dehors jusqu'à maintenant. J'ai peur de rentrer dans ma maison. Je sais que ce n'est pas un serpent de Mayotte. Je n'ai jamais vu ce genre de serpent. Et ceux de Mayotte ne sont pas comme ça, j'en suis certaine. Je pense que c'est plutôt une personne qui est venue s'en débarrasser chez nous. À chaque fois, les gens qui veulent se débarrasser de leurs animaux, ils les abandonnent dans notre quartier, que ce soit un chien ou un chat. Pendant notre tournage, une dame nous confirme que c'est l'animal de compagnie d'un habitant de Tsundou 2. Le serpent aurait échappé à la vigilance du propriétaire, qui lui était à sa recherche depuis plusieurs jours. Tel que je l'ai vu, ce serpent aurait pu nous tuer. Grâce à Dieu, je l'ai vu à temps avant qu'il ne s'en prenne à mes enfants et moi. J'ai eu peur, mais je me suis calmée. Mon mari n'étant pas à la maison, il fallait que je prenne mes responsabilités de maman. Je suis alors entrée dans le jardin, j'ai pris un gros bout de bois et un monsieur qui passait par là, par hasard, m'a conseillé de m'écarter et de le laisser s'en occuper. Sinon, le serpent allait me faire du mal. Il lui a donné un coup sur la tête pour le maîtriser. À qui appartient ce boa? Les autorités font une enquête pour retrouver son propriétaire. La politique dans ce journal avec la poursuite des visites de terrain de la délégation aux Outre-mer arrivée à Mayotte hier. Une mission parlementaire relative aux discriminations. Ce matin, les députés ont rencontré la maire de Sada. Au menu des discussions, les difficultés rencontrées par la commune, notamment la mise aux normes des structures et des outils de traitement de l'état civil. À Sada, Laïni Saïd Hachim, Géraldine Lui. À Sada, comme dans l'ensemble des communes de Mayotte, le chantier est énorme. L'accès à l'éducation pour tous, à la santé, au sport ou encore la mise aux normes des outils dans le traitement de l'état civil et du cadastre, tout n'est pas encore au point. La rencontre à laquelle nous n'avions pas été autorisés à assister a permis déjà aux membres de la délégation aux Outre-mer de faire un premier constat sur les discriminations chez nous. Il y a vraiment un travail important à faire. Mais dans tous les domaines, effectivement, au niveau de l'état civil, au niveau du cadastre, au niveau des écoles, au niveau social, au niveau des établissements scolaires, on va aller en visiter un. Vraiment, il faut le poser. Nous adressons toutes nos félicitations aux élus qui ont voulu prendre part à ce travail de longue haleine. Sada est obligé d'être en rotation alors que nous avons visité des endroits sur l'île où les enfants pouvaient suivre une scolarité classique matin et après-midi. Donc on voit bien qu'il y a un véritable effort de mise aux normes, sachant que la spécificité de Mayotte
du fait qu'elle ne soit département et qu'elle n'ait les moyens que depuis 2011. Voilà, il y a véritablement du rattrapage. La visite de cette école obligeait de fermer 4 salles de classe pour des raisons de sécurité après la forte période de séisme a mis rapidement les élus face à la réalité du terrain. Une séquence importante pour la maire de Sada et qui doit encourager les différentes institutions à collaborer de manière sincère et engagée. Nous avons beaucoup parlé de l'accès à l'éducation, de l'état de nos écoles, du système de rotation qui est une exception du territoire national. Ce sont bel et bien des discriminations qui font que l'enfant mahorais n'a pas les mêmes droits d'accès à l'éducation que l'enfant martiniquais ou parisien ou de Saint-Denis de la Réunion. Il y a nécessité de prendre le temps de poser les choses, de mettre en place des programmations sur une durée avec un financement bien défini pour mettre aux normes toutes les structures ici à Mayotte. C'est ça la grosse difficulté. Comme l'ont fait l'ancien défenseur des droits Jacques Toubon et l'ex-ministre des Outre-mer et secrétaire d'État à l'égalité réelle, Erika Barrett, les membres de la délégation aux Outre-mer relative aux discriminations dresseront eux aussi leur rapport dans lequel des préconisations seront faites au ministère concerné. Reste à savoir si ce sera suivi d'effet ou non. Politique toujours en bref, sachez qu'une convention cadre portant sur l'étude sur la scolarisation dans le premier degré dans la commune de Dembéni vient d'être signée. C'était aujourd'hui une signature entre le conseil départemental, la préfecture de Mayotte, le cabinet d'expertise sociologique ainsi que le CCAS de Dembéni, des travaux ayant comme objectif de participer à la lutte contre l'exclusion des mineurs du système scolaire. Et puis, vous l'aurez sans doute remarqué, des vents violents soufflent actuellement sur le département, engendrant une mer très agitée. Ces vents ont atteint jusqu'à 60 km/h ce lundi. Conséquence, des rouleaux se sont déversés sur le boulevard des Crabes en Petite Terre. Une barge amarrée au large, au mouillage, a même échoué dans les rochers. Elle a finalement été remorquée sans encombre. Sachez que les vents vont diminuer au cours de la soirée. Ils devraient souffler à 30 km/h cette nuit et demain dans la journée. Image filmée ici par Géraldine Louis. L'actualité régionale nous conduit une nouvelle fois à Anjouan aux Comores. Après l'incursion de l'armée nationale dans la médina de Mutamoudou, on se retrouve maintenant loin des bruits des balles et du chaos de ces derniers jours. Le gouverneur de l'île est dorénavant en résidence surveillée. À noter que l'armée a également effectué plusieurs perquisitions dans les foyers. Le point avec Hachim Saïd Hachim. Après une semaine de silence, le gouverneur de l'île d'Anjouan s'est rendu aux autorités militaires gouvernementales. Placé en résidence surveillée ce samedi, il est soupçonné d'avoir armé les belligérants. Une enquête est ouverte, des gens sont interpellés à la gendarmerie, plusieurs noms sont cités, parmi lesquels celui du gouverneur Salami Abdussalam, raison pour laquelle il a été interpellé hier et il est devant la loi, il est entendu par la gendarmerie, comme toute personne impliquée directement ou indirectement dans ces agissements, ils seront entendus et déférés devant le parquet. Des armes utilisées contre l'armée lors des affrontements dans la vieille ville d'Anjouan la semaine dernière, elles ont été présentées à la presse ce matin. Une bonne partie de ces munitions ont été récupérées le 17-10-2018, des munitions qui ont été abandonnées par les rebelles. Et puis hier, le 21-10-2018, les éléments de la force, notamment la FCD, a pu découvrir ces munitions-là dans une localité sise dans la médina de Mutamoudou. Les militaires ont repris le contrôle de la ville de Mutamoudou. Selon les autorités judiciaires comoriennes, une enquête en cours devrait prouver ou pas l'implication du gouverneur de l'île d'Anjouan dans la rébellion du groupe armé de la Médina. Et à Mayotte, là où réside une très importante communauté comorienne, anjouanaise notamment, les événements qui ont émaillé son île d'origine sont suivis au quotidien dans le département. Entre amertume, colère et tristesse, l'état d'esprit de la diaspora est clairement affecté. J'y reviens, Daniel Abdou.
Les yeux rivés sur l'écran de son téléphone portable, Mustapha suit à travers les réseaux sociaux l'évolution de l'insurrection sur son île natale. Une semaine après le début de la crise en juin, le jeune homme est envahi par la tristesse. On a appris que le président ne cessait d'emprisonner les leaders politiques. En majorité, ce sont des Anjouanais. Il fait ce qu'il veut, comme bon lui semble. Au cœur de Kaweni, au lieu d'Imangatélé, la diaspora anjouanaise ne parle que de la tension qui règne depuis une semaine aux Comores. À quelques encablures de là, Bazar s'insurge contre le placement en résidence surveillée du gouverneur d'Anjouan, Abdou Salami Abdou. Un gouverneur en résidence surveillée, mais c'est n'importe quoi. Même le gouverneur, on le prive de sortie. Au rond-point Zinamdéré, à Mamoudzou, quelques Anjouanais rassemblés sur cette place, baptisée Sénat, dénoncent des violences en Anjouan. Sous couvert de l'anonymat, il pointe un doigt accusateur vers le président des Comores, Azali Assoumani. Il sème la colère et le problème aux Comores. Azali a fait des assises et que la plupart des gens n'ont pas voulu cette assise-là. Deuxièmement, il a fait un référendum et la plupart des gens n'ont pas voté ce référendum-là. La plupart des Anjouanais installés à Mayotte souhaitent le retour définitif de la paix sur leur île. Pour eux, la solution de sortie des crises passe par le rétablissement de la tournante à la tête de l'Union des Comores. Et dans l'actualité nationale, une semaine après les inondations meurtrières, Emmanuel Macron s'est rendu dans l'Aude. Le président de la République a rencontré des sinistrés, des familles endeuillées et des élus sur place. Les attentes sont considérables, comme vous pourrez le constater dans ce reportage d'Astrid Mesmorian. Une semaine après, la douleur reste vive dans le département meurtri. Ça va, monsieur? Vous habitez où? Cabagnon. Et vous avez tout perdu? Tout. On va aider, vous savez, hein? Les habitants, les agriculteurs, les communes. C'est vous? Oui. Il n'y a que vous qui pouvez constater ça. Bon, on va aider pour qu'il y ait des répares au plus vite, ne vous inquiétez pas. Je sais que... Je vous fais confiance à tous. À Villallier, commune dévastée, le président vient saluer la mobilisation. Le courage. Vous êtes loin de tout ça, mais... Non, je ne suis pas loin, vous savez, je suis toujours avec vous. Je ne peux pas être tout le temps avec vous. On sait que c'est pas votre quotidien. Mais... Ah, détrompez-vous, mon quotidien il tourne. On est grands, mais, voilà. Mais je suis toujours avec vous. Il en profite pour glisser un message. Bonjour mademoiselle. On est fort dans le midi. Très solidaire. On est fort partout en France. Mais parfois on l'oublie. Et moi je suis fier d'être là parce que c'est impressionnant de voir cette solidarité des gens qui... C'est vrai, hein. Emmanuel Macron devrait annoncer des mesures d'aide exceptionnelles pour les 126 communes les plus touchées. L'Aude est le deuxième département le plus pauvre de France. L'actualité nationale, c'est aussi cette campagne du don du sang. Une collecte mobile a été mise en place dans la région d'Île-de-France, comme vous allez le constater dans ce reportage de nos confrères de France 2. Dans ce centre de l'établissement français du sang à Nice, depuis début août, tous les donneurs sont dépistés pour le virus du Nil. Un virus transmis par le moustique Culex. Il entraîne des symptômes dans 20% des cas. Les personnes qui vont avoir des signes cliniques, ça va être principalement des céphalées, c'est-à-dire des maux de tête, des courbatures, de la fièvre, de temps en temps des éruptions cutanées. Il peut y avoir des cas avec des complications plus graves, mais majoritairement, c'est un syndrome, c'est soit pas de signes du tout, soit un syndrome grippal. Le moustique Culex et le virus du Nil sont présents dans les Alpes-Maritimes, à Monaco, dans le Var, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, les Pyrénées-Orientales et la Corse. Tous les donneurs de sang y subissent donc le même test de dépistage, qui est analysé ici, dans ce laboratoire à Montpellier, le seul habilité pour le moment à détecter le virus. Dans le reste de la France, l'établissement français du sang a émis des restrictions. Interdiction de donner son sang si l'on a séjourné 24 heures dans les régions concernées par le virus du Nil.
Une fois qu'on a un risque d'avoir rencontré le virus du Nil occidental, on ne peut pas donner son sang pendant 28 jours. C'est le temps où le virus est susceptible de parcourir l'organisme. Si on donne son sang, on va prélever aussi ce virus et on va transfuser ce virus aux malades. Pas d'impact pour le moment sur le don du sang en France. En novembre, fin de la saison des moustiques, le dépistage du virus du Nil pour les donneurs de sang devrait cesser. Un petit voyage dans votre journal, direction le paradis du cacao. Pas au Venezuela, ni en Côte d'Ivoire, ni au Ghana, mais à côté de chez nous, à Madagascar. C'est effectivement sur la grande île qu'est cultivée la fève blanche. C'est la meilleure variété de la planète. Elle est d'ailleurs très recherchée par les plus grands chocolatiers du monde. Nabila Tabouri et Eric Mézy. Au large de l'Afrique, au milieu de l'océan Indien, le cacao a trouvé son paradis, Madagascar. François Pralus est l'un des meilleurs chocolatiers au monde. 14 boutiques en France, des chocolats qui se vendent aux 4 coins de la planète. Loin, très loin de Roanne, sa ville d'origine, il n'hésite pas quand il le faut à donner de sa personne. Une aventure qui a commencé pour lui il y a presque 15 ans à Nosy-Be, cette île paradisiaque au nord-ouest de Madagascar. Je suis tombé amoureux de ce pays et je rêvais depuis très longtemps d'avoir ma propre plantation de cacao. Il faut arroser pendant 5 ans, il faut tailler pendant 5 ans avant d'espérer d'avoir nos premières cabosses. Je ne vous cache pas que quand les premières cabosses sont sorties, on était ravis. Aujourd'hui, sous l'ombre des grands avocatiers, ces arbres commencent enfin à dévoiler leur générosité. Le cacaoyer donne tout le temps. Sur le même arbre, on peut trouver des toutes petites cabosses, des moyennes et des grosses qui sont mûres. Donc, toutes les semaines, les hommes vont dans les plantations et cherchent que les cabosses mûres. Le cacao que j'ai choisi est un cacao très fruité et très acidulé. Ça n'a rien à voir avec des cacaos du Venezuela, où on est plus dans l'amertume, dans la puissance. On pourrait comparer ça à certains Bourgognes. Hein. Pour moi, mon cacao, c'est du Pommard ou du Romanée-Conti. En face de Nosy-Be s'étend le territoire originel du cacao malgache. Voici la plus ancienne plantation du pays. Depuis près d'un siècle, la cueillette, plutôt une affaire de femmes, se fait toujours de la même façon. J'utilise cet outil qu'on appelle une gaffe. Et lorsqu'on coupe les cabosses, il faut faire attention à ne pas abîmer la branche pour permettre à d'autres de repousser. À peine cueillies, les cabosses sont tout de suite vidées de leurs fèves. C'est le début de la saison sèche, il peut faire très chaud, il ne faut pas perdre de temps. Direction, les bacs de fermentation. Des fèves fraîches, il en arrive jusqu'à 7 tonnes par jour. Elles doivent d'abord être triées. Un homme attend l'arrivée des premières récoltes avec impatience. Jean-François Daré. Quand on compare à des pays comme la Côte d'Ivoire, c'est 1 400 000 tonnes. Le Ghana, c'est des 700 ou 800 000 tonnes de fèves de cacao. Là, on est à 10 000 tonnes. Donc on est vraiment sur, entre guillemets, une petite origine, mais une origine de qualité, de très grande qualité. Un cru d'exception qui doit tout à la rivière voisine, le Sampirano. Comme quoi notre région reste une des plus riches en ressources fruitières. Pour terminer, comme vous le savez, tous les lundis, vous avez rendez-vous avec votre magazine sportif Mayotte Sporting Club. Sans plus tarder, voyons tout de suite avec Aurélien Février le menu sportif de ce nouveau numéro. Bonsoir et on parlera football. Outre le 10e titre de champion de Mayotte pour le FCM, on s'intéressera nous dans le MSC à la lutte pour le maintien et ce match entre l'AS Sada et le FC Soa. On parlera également basket dans le Focus Sur avec un retour en images et les réactions également des demi-finales de Coupe de France régionale. C'était tout ce week-end. On poursuivra d'ailleurs le basket avec l'entretien de la semaine. Baoudji, l'entraîneur de l'équipe féminine du Vautour Club de l'Abattoir, finaliste donc de la Coupe de France, sera sur le plateau. On reviendra également sur les résultats de rugby féminin et de handball féminin dans le MSC. On se donne donc rendez-vous tout à l'heure à partir de 20h sur la première.
Mayotte Sporting Club à suivre juste après le journal en maoré. Voilà tout pour l'actualité de ce lundi 22 octobre. Une actualité notamment marquée par la panique créée par ce serpent. Un boa en toute vraisemblance. Il s'est introduit sur une terrasse d'une maison à Tsunzu 2. Par précaution, les voisins l'ont tué. Les secours l'ont récupéré dans la foulée. D'après le voisinage, il s'agit d'un serpent de compagnie qui aurait échappé à son propriétaire depuis 2 jours. Un boa non répertorié dans le département. Merci pour toute votre attention à ce 19h. Des informations à retrouver sur nos réseaux sociaux, notre site internet et sur YouTube. Dans un instant, vous serez avec Darush Daou pour le journal en maoré. Et juste après, vous ne ratez pas votre magazine sportif Mayotte Sporting Club, présenté par Aurélien Février. L'information revient demain en radio à partir de 5h avec l'équipe de la matinale et à 13h pour le journal télévisé de la mi-journée. Très belle soirée sur la première et à demain.